Bonsoir, bonsoir, une fois n'est pas coutume, je fais enfin une introduction avec un micro, c'est fabuleux. Et c'est pour ce dernier talk, nous allons parler ce soir des droits des femmes en Europe. Et il se trouve que l'ONG Oxfam France publie demain un rapport qui fait un état des lieux des droits des femmes en Europe. Et nous avons le plaisir d'avoir Clémence parmi nous ce soir. Clémence qui a coordonné la rédaction de ce rapport. Et deuxième invitée aussi de cet échange, Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Bonsoir. Najat, tu as été ministre de l'Éducation, tu as été ministre aussi des droits des femmes et tu es désormais la directrice générale de l'ONG One. C'est cela, bonjour. Et tu vas avoir bien entendu plein de choses à nous raconter sur les droits des femmes en Europe, en France et ailleurs. Enfin, on a aussi le plaisir d'avoir en duplex depuis la Belgique. Est-ce qu'elle nous entend ? Oh, la voici. Bonsoir Sarah Schlitz. Sarah Schlitz, bonsoir. Tu es députée belge. Tu es aussi ancienne secrétaire d'État à l'égalité en Belgique. Et nous sommes très 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 heureuses de t'avoir ce soir sur ce superbe plateau. Enfin, alors, non, pour débuter, Clémence, est-ce que tu pourrais nous apporter les principaux enseignements de ce rapport qui sera dévoilé à minuit ce soir ? Ce rapport qui vient donc faire un état des lieux sur les inégalités de genre dans l'Union européenne. Oui, merci Léa. Alors demain, effectivement, Oxfam va sortir un rapport qui s'appelle Europe féministe. C'est un rapport qui est publié à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et à la veille des élections européennes de juin 2024. Donc on a pris le parti de faire le bilan de la dernière mandature européenne sous le prisme de l'égalité de genre pour mesurer les progrès, les reculs qui ont eu lieu au sein de l'Union européenne et au sein des États membres. Donc on fait le constat qu'il y a eu certains progrès au sein des institutions européennes qui sont remarquables, comme notamment le fait qu'il y ait 41% de femmes au sein du Parlement européen, ce qui est le record qui a été atteint pour la première fois. Mais en fait, on voit qu'au sein des États membres, il y a des mouvements de recul des droits des femmes, des droits LGBTQIA+, et qui tirent vraiment la sonnette d'alarme. Et ça crée vraiment un patchwork de situations qui est assez difficile à appréhender. Et nous, vraiment, on offre des clés de compréhension pour pouvoir comprendre qu'en fait, l'Union européenne, c'est une force pour former le féminisme et que c'est une clé de solution. Et aussi, elle a ce rôle de leadership afin de vraiment faire le garde-fou de ces mouvements anti-genre et de recul des droits des femmes. Alors, comme tu le disais, on va devoir se rendre aux urnes pour élire nos représentants et représentantes au sein du Parlement européen. Il est vrai que lorsqu'on parle de questions qui touchent à notre quotidien, qui touchent à nos droits, on a parfois tendance à perdre de vue le rôle fondamental que peut avoir l'Union européenne. En quoi, pour toi, et tu l'as un peu dit, l'Union européenne peut avoir un rôle moteur en matière d'égalité et en matière de droits des femmes et des minorités ? Oui, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression, les citoyens et citoyennes européennes, de voir l'Union européenne comme une boule noire, comme parfois quelque chose d'inutile. D'ailleurs, on voit qu'il y a très peu de votes lors des élections européennes, alors que finalement, on a vu qu'il y avait certaines mesures qui ont été prises qui ont un impact direct sur nos quotidiens. Par exemple, il y a 3 directives phares qui ont été prises durant cette dernière mandature pour l'égalité de genre. On peut soulever notamment la directive sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui impose parmi tant d'autres un minimum de congé paternité. Et donc ça, par exemple, ça vient de l'Union européenne. Une autre directive qui a été mise en place, c'est sur la transparence de l'écart des salaires entre les femmes et les hommes. Et maintenant, il y a une directive qui impose que toutes les entreprises de plus de 100 salariés vont devoir publier leurs écarts de salaire tous les 3 ans. Et donc, ce qui est important de voir, c'est que si nous, on ne va pas se mobiliser aux urnes en juin, en fait, réellement, c'est qu'il y a des sondages qui montrent que l'extrême droite va prendre toute la place, et c'est aussi les mouvements anti-genre. Donc, il faut se mobiliser, il faut aller déposer un bulletin féministe pour qu'on puisse réellement construire une Europe féministe. C'est quoi un bulletin féministe ? Merci Léa pour cette question. Wouh. Ah ouais, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qu'un bulletin féministe ? Oui, c'est une belle question. Finalement, un bulletin féministe, c'est un bulletin qui défend l'égalité de genre, mais pas seulement. En fait, un bulletin féministe, c'est un bulletin qui est profitable à toutes et tous. Et en fait, c'est un bulletin qui
qui va amener l'égalité sur le long terme et une justice sur le long terme et une liberté sur le long terme. En fait, œuvrer pour l'égalité de genre, c'est œuvrer pour une société plus juste et égale. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, que ce n'est pas seulement une sphère à part et que c'est imbriqué à toutes les strates de notre société. Quand on voit par exemple que la politique agricole commune, qui est le plus gros budget de l'Union européenne, ne prend pas en compte dans ses 9 objectifs l'égalité de genre, c'est quand même assez impressionnant. Et il faut que ce soit intégré à toutes les politiques de l'Union européenne et c'est une de nos recommandations fortes. Ouais. Alors on parlait là avec Clémence de l'importance de voter pour les élections européennes et pour voter pour des parlementaires européens et européennes féministes, mais il n'y a pas que le Parlement européen au sein de l'Union européenne, il y a aussi la Commission et le Conseil. Le Conseil, c'est une institution que toi tu as bien côtoyée, Najat. Est-ce que tu peux nous expliquer quel peut être le rôle moteur du Conseil et donc de l'État à travers son intervention au sein du Conseil pour favoriser l'égalité femmes-hommes et les droits des femmes et des minorités? Le Conseil, finalement, c'est le troisième, on va dire, lieu de pouvoir. Vous avez le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil où sont représentés en effet les gouvernements, les États. Et donc ça se traduit par des réunions ministérielles. Enfin, généralement, c'est d'abord au niveau ministériel, donc où on va se retrouver pour essayer, s'agissant des droits des femmes, par exemple, de faire valoir ce qu'on appelle la clause de l'européenne la plus favorisée. Donc comment est-ce qu'on fait... C'est joli cette notion, hein, j'ai toujours beaucoup aimé. Comment est-ce qu'on prend pour modèle ce qui est le plus abouti, le plus évolué dans l'un des pays européens pour imaginer pouvoir l'appliquer un peu partout ailleurs. Ça ne fonctionne pas toujours, car il y a des domaines dans lesquels vous allez avoir des pays qui vont résister à ce que un modèle qui a fait ses preuves pourtant s'applique à toute l'Europe. Par exemple, en France, nous avons toute la législation sur les quotas dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Voilà une législation très intéressante pour porter la place des femmes. Elle a été refusée, cette législation, à l'échelle européenne, parce que vous avez des pays, y compris contre toute attente, c'est contre-intuitif, mais des pays du nord de l'Europe, qu'on pense souvent plus avancés que nous, etc., sur ces sujets, mais qui s'opposent à l'idée qu'on puisse légiférer sur ces sujets-là et qu'on puisse imposer des quotas aux entreprises, par exemple. Ou, dans un autre style, nous, la France, on s'est opposé, par exemple, à l'idée d'une définition commune du viol récemment. J'allais y venir, ouais. Voilà, est-ce que tu peux peut-être revenir un peu sur cet événement, puisque c'est vrai que c'est très important et vraiment d'actualité. Et qu'est-ce que ça aurait changé concrètement dans la vie des Européennes et des Européens? En fait, en fonction des pays, on a des législations qui sont très disparates et disons que les plus évoluées, entre guillemets, des législations sur ce sujet de la lutte contre le viol sont celles qui définissent, on va dire, le viol par l'absence de consentement exprimé au préalable avant l'acte sexuel. Donc c'est vrai que c'est très évolué parce que ça veut dire que d'une certaine façon l'acte sexuel est un contrat et que si tu n'as pas exprimé d'assentiment, eh bien c'est qu'on est dans une situation de viol. Alors que comme tu le sais, nous dans notre législation, on est encore sur par surprise, par violence, etc. Donc c'est par contrainte. Donc du coup c'est plus minimaliste, on va dire, notre législation. La définition du viol est moins protecteur. Voilà, et donc la France s'est opposée à ce qu'on applique cette clause de l'européenne la plus favorisée en matière de définition du viol. Voilà. De la même façon qu'il y a quelques années, toujours sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, il y avait une directive qui était discutée justement pour ce qui est du congé maternité, pour qu'on ait en gros une protection du congé maternité à l'échelle européenne qui soit harmonisée. Avec un socle minimal, un montant minimal, et étrangement, la France s'y était opposée, alors qu'on la considère comme un État étant plutôt avancé sur ces sujets-là. Donc, si tu veux, le Conseil, pour te répondre, c'est un lieu très politique où il y a à la fois une forme de coopération, mais aussi de concurrence entre les États. Et donc, c'est parfois pas toujours très lisible, et néanmoins, il y a des sujets qui ont pu évoluer grâce à ces discussions-là, notamment sur la lutte contre les discriminations dans le cadre du travail, sur le marché du travail. Honnêtement, la législation qu'on a aujourd'hui en France, vous avez raison de le rappeler, elle doit beaucoup à l'Union européenne. C'est parce que, notamment la jurisprudence européenne, nous a imposé progressivement de condamner ces discriminations faites aux femmes, qu'on a pu faire évoluer notre droit en la matière. Je voudrais juste terminer sur une chose, parce que je voudrais revenir sur l'histoire du vote. Il faut aller voter, etc.
Je me suis fait la réflexion l'autre jour, il se trouve que j'étais chez mon médecin, pardon de rentrer dans mon intimité, mais bref, j'étais dans un cabinet médical, j'étais dans une salle d'attente, un peu comme ici, comme ça. Et Nous au sommes mur, dans une salle d'attente d'un non, mais ça cabinet ressemblait, médical. disons, à un lieu comme celui-là. Et au mur, Une il y belle avait salle des d'attente, affiches. alors. Une très belle salle d'attente. Et au mur, il y avait des affiches. Et alors, l'une de ces affiches m'a tapé dans l'œil parce qu'elle disait, grosso modo, elle disait dépenser des fortunes pour acheter toutes les crèmes possibles pour le visage, se ruiner chez le coiffeur à, je sais pas quoi, faire des après-soins pour ses cheveux, etc. Aller chez le dentiste régulièrement, 3 petits points, et gâcher tout cela en fumant. Bon, moi je suis fumeuse, donc je suis pas en train de jeter l'opprobre sur les fumeurs. T'as pas kiffé Mais ce que cette je veux dire, affiche. c'est que cette affiche était très maligne en réalité, parce que bon, elle te donnait à voir quelque chose que tu as compris normalement. Normalement, sinon je te réexpliquerai. Eh bien, en voyant cette affiche et en t'écoutant tout à l'heure, je me disais, en fait, on devrait dire d'une certaine façon aux Français, aux Européens, et notamment à la jeune génération qui souvent s'abstient, consacrer la plupart de Je ces vais voter, moi. consacrer la plupart de ces vendredis à aller marcher dans des manifestations contre le changement climatique. Passer une partie de ces dîners de famille à s'énerver contre les membres réactionnaires, racistes ou fachos de la famille. Défendre partout l'égalité entre les femmes et les hommes et donner de la voix au MeToo. 3 petits points. Et oublier d'aller voter aux européennes. Quel gâchis. Parce qu'en fait, aux européennes, vous avez quand même la plupart de ces sujets que je viens d'évoquer, changement climatique, égalité femmes-hommes, lutte contre les extrémismes, etc., qui sont maîtrisés à ce niveau-là aussi. Donc c'est un peu idiot de s'amputer de cette capacité à agir. D'action par ailleurs, ouais. Après, moi, je suis de la team, on peut tout faire et il faut tout faire. Donc voilà. Et puis bon, je pense que À la fois être belle et fumer. Ouais, exactement. Tiens, voilà, par exemple, aller chez le coiffeur, dépenser plein de thunes en crème et puis aussi fumer s'il le faut. Mais on peut effectivement manifester, s'engueuler avec son vieil oncle réac et puis voter le cas échéant. Et puis, voilà. Mais oui, effectivement, c'est assez intéressant comme parallèle. Sarah, on t'entend pas, mais je sais que tu es là. Voilà, c'est cool, c'est bien de te revoir parmi nous. J'ai tout entendu. Hein. Toi, tu as tout entendu, tu as pris des notes. J'imagine que tu as envie de réagir. On a récemment, dans un média que je conseille à toutes et à tous, qui s'appelle Popol Media, qui est un excellent média. Je ne dis pas ça pour faire de la pub, évidemment, puisqu'on n'est pas ici pour ça, mais on a eu la chance, à travers Clotilde Cause, donc journaliste qui s'occupe de la section internationale de Popol Media, de t'interviewer. Et lorsque Clotilde t'a interviewé, tu nous as alerté sur les forces conservatrices qui sont à l'œuvre au sein des institutions européennes et plus particulièrement du Conseil. Et tu lui disais que lorsque tu étais, toi, encore secrétaire d'État et que tu participais à ces instances, tu étais un peu inquiète de voir à quel point ces forces conservatrices pouvaient avoir du pouvoir et avaient quand même un impact sur les décisions qui pouvaient être prises au sein de l'Union européenne. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, si ça ne te dérange pas, et peut-être réagir à ce qu'était en train de dire à la fois Clémence et Najat, s'il te plaît? Oui, merci beaucoup Léa et bonjour à toutes les deux et bonjour à tous les téléspectatrices et téléspectateurs évidemment. Mais oui, donc c'est vrai qu'on discutait à ce moment-là parce que la France avait encore fait fort sur le plan international en parlant de réarmement démographique. Hein. Et donc, évidemment, on en a entendu parler en Belgique, parce que dans la partie francophone belge, on est très influencé par tout ce qui se passe en France et on suit fortement votre actualité. Et elle me disait, tiens, est-ce que tu es étonnée par ces propos d'où ça sort quoi. Et je dis, évidemment, c'est choquant, mais pour avoir vu le fonctionnement du Conseil de l'Intérieur pendant plusieurs années, et notamment dans le cadre de la préparation de la présidence belge de l'Union européenne, je ne suis pas étonnée. J'ai entendu des choses qui sont proches en fait, de cette phrase choc de façon plus insidieuse, mais où on voit la mise à l'agenda progressive par des chefs d'État ou des ministres de certains pays de l'Est qui en fait sont proches du même thème. Et donc, je lui racontais un épisode où, pendant la présidence tchèque, il y avait un lunch informel qui était organisé sur le temps de midi. Donc, c'est des moments qui ne sont soi-disant pas enregistrés. Donc, un peu comme si on faisait un pique-nique à la bonne franquette. Non, en fait, c'est pas du tout comme ça. Chacun, malheureusement. Donc, en gros, tous les conseillers, toutes les conseillères politiques quittent
la salle, mais on se retrouve tous comme devant notre feuille, ou à peu près tous, à lire ce que les conseillers et conseillères ont rédigé pour soi sur le thème proposé par la présidence à ce moment-là. Et donc là, il avait proposé comme thème, tout simplement, la crise démographique en Europe. Voilà, tout simplement. Et en fait, chacun se prêtait à l'exercice en lisant le papier qui avait été pré-rédigé. Et moi, j'étais vraiment profondément choquée par ce que j'entendais. Donc, chacun expliquait poliment que il avait augmenté les allocations familiales, qu'il avait augmenté le congé de maternité. Et alors, on sait bien déjà qu'il y a beaucoup de subtilité dans ce type de politique, parce qu'il y a aussi pas mal de politiques qui, de prime abord, sont présentées par certains pays comme des politiques féministes, qui sont plutôt en fait des politiques qui visent à maintenir les femmes à la maison. Donc il y a tout ça dedans. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué dans cet exercice où tout le monde essayait de faire le meilleur élève, c'est que, à part moi, personne n'a évoqué d'une part la question de la migration, qui est quand même centrale dans cette pseudo-crise démographique, et d'autre part la question du droit des femmes à disposer de leur corps, de l'avortement, de l'envie ou pas de faire famille, et en fait de ce que les femmes ont envie de faire de leur vie, de leur carrière et de leur corps. Et donc ça, on voit bien, on l'évoquait tout à l'heure, le fait qu'en effet, c'est pas toujours des personnes qui ont un esprit critique sur le sujet qui est proposé qui se retrouvent autour de la table. Il y a en effet pas mal de turnover dans les dirigeants. C'est le principe de la démocratie, mais c'est vrai que du coup, on ne se retrouve pas dans des moments où on a un vrai débat d'idées, de discussions qui pourraient être un peu intéressant et stimulant. Et donc, ça c'est quelque chose qui m'a toujours laissé assez perplexe de comment dynamiser ces échanges-là en gardant quand même tout le monde à bord et que personne ne se sente complètement largué par la discussion au point de, par exemple, ne pas venir. Voilà. Et en effet, Najat, est-ce que c'est des moments que toi tu as vécu rétrospectivement? Est-ce que c'est des choses, est-ce que tu te retrouves dans ce que vient de décrire Sarah? Oui, bien sûr. Non. Je vais pas dire mais non, pas du tout. Non. Elle a raison. Il y a un côté très. Non, tu peux balancer après tout. Il y a un côté très 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 formel dans ce type de réunion et bon après en même temps on peut comprendre que sur certains sujets les documents soient préparés par les administrations, le cabinet, etc. Il faut pas non plus. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage quand on aborde des sujets qui sont des sujets de cœur, des sujets de sensibilité aiguë. Par exemple, moi je me souviens quand j'étais ministre, bon c'était pas aux droits des femmes, c'était à l'éducation nationale, mais on était à un moment donné au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo. Donc j'avais demandé à réunir une ministérielle dans ce cadre européen dont on est en train de discuter parce que j'avais reçu tellement de témoignages de soutien, de solidarité, etc. de collègues européens que je m'étais dit, en fait, il n'y a pas que moi comme ministre de l'Éducation. Tous les ministres de l'Éducation doivent se poser un petit peu la question de comment une partie de la jeunesse peut partir comme ça à volo. Et donc, on s'était réunis. C'est vrai que sur un sujet de sensibilité comme celui-là, j'aurais pas imaginé une seconde qu'on se mette à lire des papiers préparés par des administrations. Enfin, on est là pour échanger, pour se demander vraiment ce qui va pas dans notre société. Et je pense que l'échelle européenne, je crois que c'est toi tout à l'heure qui disais une boîte noire, etc. Justement, il faut que les décideurs européens comprennent que les questions sociétales la traversent cette Europe et que si on veut renouer avec pas seulement la confiance, mais ne serait-ce que l'appétence, on va dire, des citoyens européens, il faut qu'on leur parle de leur société. Donc il faut que soi-même, on ait quelque chose à en dire, il faut qu'on y soit véritablement intéressé. C'est pas une formalité administrative, vous voyez. Donc je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a raconté et je pense que sur les droits des femmes en particulier, on est évidemment sur des sujets de ce type de sensibilité-là. Pourquoi ? Parce qu'on fait face à un combat, enfin on est attaqué, je veux dire les femmes sont attaquées, les féministes sont attaquées, on cherche à détricoter ce qu'on a obtenu de si haute lutte et voilà, on a beaucoup parlé d'IVG ces derniers temps, tout le monde a recité la Pologne, la Hongrie, etc. J'ai pas besoin d'y revenir, l'Italie, Malte. On parle plus rarement de Malte, mais enfin quand même interdiction totale là-bas de l'IVG. Donc oui, on est attaqué et si on veut, nous autres décideurs, pouvoir vraiment y répondre, on doit parler franchement, quoi. On doit parler avec nos tripes.
Clémence, lorsque tu as coordonné la rédaction de ce rapport, qui sera enfin disponible dans quelques minutes, encore plus que 2h30 à tenir, le suspense est à son plus haut niveau, évidemment. Est-ce que tu as analysé la société civile européenne, et plus particulièrement les mouvements féministes européens? Est-ce que tu as identifié un mouvement féministe que l'on pourrait qualifier de transnational, de transfrontalier au sein de l'Union européenne? Alors effectivement, il y a des associations féministes qui travaillent sur le sujet depuis des décennies maintenant, et à la fois dans les États membres et à la fois au niveau transnational. Nous, on s'est vraiment attaché à analyser, à faire un bilan politique des institutions européennes et à voir quels ont été les progrès qui ont parfois été poussés par la société civile. Sarah, tu me reprends, mais je crois que, par exemple, au niveau de la précarité menstruelle, la lutte contre la précarité menstruelle, c'est à l'issue d'un mouvement de la société civile qui a poussé le gouvernement belge à prendre des mesures à ce sujet. En tout cas, c'est nos collègues d'Oxfam Belgique qui nous ont renseigné à ce sujet. Il y a plusieurs progrès en fait qui ont été mis en place grâce à la société civile, et on le voit notamment comme hier avec l'inscription de l'avortement dans la Constitution. C'est un travail énorme de la société civile qui a été mené. Donc on a plutôt vu quels ont été les progrès et les mouvements de recul, et voir plutôt comment l'Union européenne peut être un bouclier face à ça. Mais on sait que la société civile européenne est bien sûr très présente pour pousser en ce sens. Ouais. Est-ce que, pour poser la question différemment à Sarah, et parce que aussi c'est des discussions qui nous ont occupés récemment, toi et moi, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un front commun féministe au sein de l'Union européenne aujourd'hui? Ou est-ce que ça manque encore un peu? Indéniablement, il y a un front commun féministe dans l'Union européenne. Moi, j'ai eu l'occasion de le côtoyer à la fois d'un point de vue plutôt militant féministe et d'un point de vue politique. Et ça, c'est à la fois... Donc ce mouvement, en effet, il doit tout le temps se renouveler, se réinventer en fonction des attaques et des opportunités qui lui sont données. Mais il est là et il est fort, en fait. Et quand je vois la répercussion que l'inscription de l'IVG dans la Constitution française a au niveau international, c'est très fort. Et nous, en Belgique, on avait des réactions, ça a été très, très, très fort couvert, mais aussi dans plein d'autres pays. Moi, je suis beaucoup l'actualité dans d'autres États européens. Et voilà, ça se voit que ce sont les féministes aussi qui s'emparent des sujets et qui disent il faut que ça monte à l'agenda politique, qu'on fasse le plus de bruit possible pour ouvrir le maximum la fenêtre d'opportunité et faire en sorte que nous aussi, on puisse, après les Françaises qui ont ouvert la voie, arriver à obtenir cette victoire. Vu qu'elles ont montré que c'était possible, maintenant, il faut y aller. Et donc, pour moi, ce front, il est là et il s'organise de mieux en mieux. Par exemple, ici, dans le cadre de la semaine du 8 mars, on est en train de rédiger une carte blanche avec plus d'une trentaine de féministes qui sont à la fois en politique, mais aussi dans la société civile, pour réclamer une sorte de clause de l'européenne la plus favorisée qui liste une série de mesures qu'on réclame. Et ce front-là, il a été créé suite à une rencontre à Nantes qui était organisée par Choisir la cause des femmes. Et donc, et par le passé, j'ai participé à d'autres événements de ce type où j'ai déjà croisé beaucoup d'entre elles. Et donc, maintenant, on commence à se recroiser, se voir, communiquer par mail et par d'autres canaux. Et donc, voilà, ce front, il se renforce. Un autre élément, un autre aspect qui, à mon avis, est plus récent, c'est la constitution d'un front, mais politique, purement politique, donc avec des femmes politiques, des femmes dans les gouvernements. Et ça, moi, en étant dans le gouvernement, c'est quelque chose sur lequel je me suis un peu appuyée, mais surtout que j'ai travaillé à consolider. Et donc, à chaque fois que j'étais dans une réunion au niveau européen, une réunion internationale, je saisissais l'opportunité de rencontrer un maximum de dirigeantes pour échanger avec elles sur des stratégies, aller sentir le pouls de sa sensibilité sur tel ou tel dossier. Et parfois, on a des surprises, quoi. Par exemple, il y avait une toute nouvelle ministre d'un parti plutôt conservateur, et de but en blanc, elle me dit moi, mon sujet, ma priorité, c'est l'avortement, quoi. J'ai là, ok, en fait, trop bien. Donc là, il y a un axe qu'il faut construire. Et puis, hop, à la prochaine réunion, j'ai aussi pu établir ces liens-là. Et grâce à ça, quand la Turquie a décidé de quitter la Convention d'Istanbul, et en fait, la Turquie espérait créer un effet domino et que d'autres pays quittent à son tour en la suivant, la Convention. On a été super vite, quoi. En 24 heures, on a réuni une trentaine de signatures de 17 pays différents
pour réaffirmer notre volonté de mettre en œuvre pleinement la Convention d'Istanbul, pour dire à quel point cette convention, on y tenait, à quel point nos États allaient la respecter. Et ça, c'est un beau pied de nez avec des signatures de haut niveau d'un peu partout en Europe. Oui, en effet, c'est assez important. Najat, toi, lorsque tu étais encore ministre, peut-être 2 questions en une, allez, tant qu'on y est. Dans quelle mesure tu travaillais avec les associations féministes? Et est-ce que ce front commun féministe que décrivait Sarah, tu l'as connu au sein des institutions européennes? Et puis après, j'ai encore une question, mais je vais faire à la suite quand même. Travailler avec les associations, je t'avoue que pour moi c'était une évidence. Enfin, je sais pas, je comprends même pas qu'on puisse se poser la question. Je sais très bien, mais je ne comprends même pas qu'on puisse se poser la question. C'est-à-dire que, si tu veux, dans les faits, pour dire les choses simplement, aujourd'hui, la politique publique, notamment de lutte contre les violences faites aux femmes ou de promotion de l'égalité femmes-hommes, etc., dans les faits, elle est sous-traitée par l'État aux associations. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est pour ça, c'est pas juste des associations. Sans les moyens. C'est pas juste des associations, si tant est qu'on puisse dire à propos d'associations. Mais je veux dire, c'est pas l'association des joueurs de pétanque. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien contre le pétanque, je tiens à le dire. C'est des collaborateurs du service public, quelque chose comme ça, même s'ils n'en ont pas le statut. Ces associations-là, elles jouent un rôle de salubrité publique. Et donc, la base de la base, c'est évidemment, quand un responsable politique arrive en charge de ce dossier, de commencer par écouter leurs diagnostics, de comprendre leurs besoins, parce que très vite, tu fais le constat que tu viens de faire, c'est-à-dire, sont-elles suffisamment financées? Non, pas vraiment. Et de faire en sorte qu'elles soient entendues et que leurs plaidoyers nourrissent les politiques publiques. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionnait à mon époque. Et je t'avoue que, y compris sur un certain nombre de sujets, moi, je me suis toujours dit que je n'aurais pas réussi à mener des actions aussi fortes sur des sujets, je ne sais pas moi, la lutte contre le système prostitutionnel, par exemple, ou l'augmentation des moyens consacrés aux femmes victimes de violences, par exemple, ou des choses comme ça. Je n'aurais pas réussi à mener des combats aussi forts et à les gagner si le terrain ne m'avait pas été préparé par tout cet activisme d'associations, plaidoyer année après année, etc., qui avait aussi préparé d'une certaine façon les esprits. S'agissant des collègues européens, alors sur les droits des femmes, je réfléchis. J'ai pas le souvenir, alors ça veut pas dire que ce que raconte Sarah n'est pas vrai, hein, mais j'ai pas un souvenir d'immense coopération honnêtement sur ce sujet-là, pour une raison peut-être qui est la suivante, c'est que l'époque dont on parle, c'était il y a 10 ans, hein, on est bien d'accord, c'était entre 2012 et 2014 que j'étais ministre des droits des femmes. C'est pas la même époque qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'est encore dans les frontières des États que se pensent ces sujets-là, droits des femmes, etc. Il manque une forme d'international féministe dont je trouve qu'elle existe beaucoup plus ces dernières années. Évidemment, grâce au MeToo, qui très vite a chanté les frontières. En fait, il a commencé aux États-Unis, mais en fait, il s'est retrouvé partout en Afrique, comme ça, en un claquement de doigts. Donc, je trouve qu'il y a une espèce d'international féministe qui a vu le jour. Et aussi, au-delà du MeToo venant des métiers du spectacle ou du showbiz, etc., tous ces mouvements de femmes sous forme de marches, de protestations dans la rue, nous toutes, des foules joyeuses, colorées, un emblème, le violet, tout ça, etc., qu'on va retrouver aussi en Amérique latine, qui vont protester, faire plein de choses dans la rue, y compris artistiques. Ces mouvements qu'on va qualifier, pour aller vite, comme le font Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc dans leur très beau livre qui s'appelle « Le peuple des femmes », je ne sais pas si vous le connaissez, qu'on va qualifier de peuple des femmes, ces mouvements-là, eh bien, ils ont donné corps à cette internationale féministe. Et c'est quelque chose d'assez récent en réalité. Et donc, du coup, je me dis qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à saisir, en même temps qui doit nous inquiéter, non pas ces marches en tant que telles, mais dans ce qu'elles disent de leur désenchantement à l'égard des institutions et des politiques. Parce que quelque part, ce que nous disent ces mouvements-là, c'est les politiques, de toute façon, vous êtes complètement à côté de la plaque, vous n'êtes pas capable de changer les choses par vous-même, donc c'est nous qui les prenons en main.
Mais ça ne doit pas nous satisfaire, cette situation, parce que malheureusement, elles ont besoin du politique. Donc il faut réveiller, disons, les consciences des politiques pour qu'ils les aident et qu'ils agissent et qu'ils entendent leur plaidoyer. Mais je trouve qu'on est quand même dans une période très intéressante. Et évidemment, toutes ces marches et ces mouvements sont renforcés par ce que l'on constate dans différents pays de recul des droits des femmes. C'est-à-dire que, évidemment, Trump, Bolsonaro et Milei, etc., à chaque fois viennent nous donner des nouveaux arguments pour nous dire: oh, il ne faut pas qu'on regarde juste ce qui se passe dans nos frontières, il faut qu'on regarde l'ailleurs, parce que l'ailleurs, si ça se trouve, c'est notre futur. Demain, si ça se trouve, ce sera à notre tour en France d'avoir un Javier Milei. Et donc, cette internationalisation de la réflexion, elle a ça déjà un président d'intéressant. qui le félicite pour son élection. En plus. Mais elle a ça d'intéressant qu'elle permet aussi d'anticiper, si vous voulez, de ne pas se prendre le mur quand il arrive devant ton nez, de se dire, bah oui, de toute façon, c'est la marche du monde, elle est comme ça. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup Najat. On a une question d'une des personnes qui nous écoute ou qui nous regarde ce soir. Clémence, allez, c'est pour toi. Peut-être auras-tu la réponse. Quels sont les backlash principaux qu'on peut craindre en Europe sur les droits des femmes et où doit se porter notre vigilance, d'après toi? J'ai envie de dire partout. Voilà. C'est malheureux, mais c'est vrai, en fait. Dès qu'il y a une crise, c'est les droits des femmes et LGBTQIA+, qui en pâtissent constamment. On l'a vu avec la crise de Covid-19, où les femmes étaient plus sujettes à tomber dans la précarité. On l'a vu avec les effets du réchauffement climatique, dont ma collègue en a très bien parlé dans le talk d'avant. À partir du moment que... pardon, c'était quoi la question de base? Je me suis enflammée. Quels sont les principaux backlash? Les principaux backlash. Où est-ce qu'il faut qu'on soit vigilant et vigilante ou de quoi doit-on se méfier? Se méfier de la montée de l'extrême droite, se méfier qui est en corrélation avec la montée des mouvements anti-genre, en fait. Donc, si on n'est pas assez vigilant, on laisse la place à des mouvements très conservateurs, des retours en arrière. Et donc, on parle de manière générale de partout, mais c'est aussi En fait, là, on est peut-être en train aussi d'essayer de maintenir un statu quo. Et c'est là, c'est pas le but, en fait. On s'inscrit dans une lutte historique pour faire avancer les droits, pour faire avancer le mouvement. Et là, on se retrouve à se dire, mince, en fait, là, c'est devenu un luxe d'être dans un pays où on a le droit d'avorter. Mince, c'est devenu un luxe pour être dans un pays où on a la liberté de circuler comme on veut, en tant que femme, en tant que personne LGBTQIA+. C'est pas normal. Donc, en fait, il faut absolument se mobiliser contre ces mouvements de recul pour justement éviter que les droits acquis à l'avortement, justement que le taux de précarité envers les femmes tombe encore de manière plus basse, alors que c'est déjà très important, que les écarts de salaire grossissent. De toute façon, tout est à même de reculer si on ne fait pas assez attention. En effet, Sarah, est-ce que tu partages ce constat des risques qui nous pendent au nez en matière de droits des femmes et des minorités de genre que vient de faire Clémence? Est-ce que l'époque, finalement, est un peu, inquiétante sur la question de la stabilité de nos conquis et de nos acquis et de nos droits sociaux et politiques? Oui, bah, c'est évident, hein, on le voit bien, par exemple, ce qui se passe en Italie aujourd'hui. On n'aurait jamais pu imaginer, il y a 2 ans, qu'en Italie, on allait retirer le droit d'être maman à des femmes italiennes, quoi. C'est quelque chose de complètement hallucinant qui se passe, et pourtant, c'est en train de se passer. Et enfin, moi, j'aurais pas cru qu'elle allait s'attaquer en premier à des mamans, quoi. Je pense, enfin, d'habitude, c'est pas par là que les forces conservatrices commencent, et elle a frappé fort. Et elle s'attaque à des vraies personnes. Enfin, moi, j'ai été à la Pride à Palerme, j'ai vu ces mamans siciliennes qui sont en train de défiler dans la rue avec leurs t-shirts roses et leurs enfants en disant, mais en fait, vous êtes en train de nous retirer notre droit d'être mère, quoi. Et aussi de retirer à des enfants une de leurs mamans. Enfin, donc, je trouve que c'est vraiment fort, quoi, comme acte, et elle l'a fait. C'était un des premiers actes qu'elle a posé, alors que voilà, la famille, c'est quand même une des valeurs centrales de l'Italie, en tout cas des conservateurs italiens. Et donc voilà, je trouve que c'est très inquiétant. Plus globalement, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est l'avenir en Europe de la situation en matière d'austérité. Donc là, on sait qu'il y a un retour des règles budgétaires très fortes qui sont en train d'arriver. Et ça, clairement, c'est des périodes qui ne sont pas bonnes pour les droits des femmes.
notamment en particulier sur le plan économique, parce qu'on sait que les femmes sont les plus fragiles, les plus précaires. On sait que le fait d'être dans la précarité, dans la dépendance économique, ça entraîne des violences intrafamiliales, et donc ça commence par des violences économiques, le fait d'être dans une dépendance forte, et puis après, c'est d'autres sortes de violences qui apparaissent. Et donc ça m'inquiète fort, en fait, aussi, cet aspect-là qui est aussi très concret. Parce que, en fait, durant la période qu'on vient de traverser, avec les multiples crises qui se sont répétées entre la période Covid, ensuite la guerre en Ukraine, ça a en fait quand même permis des soupapes budgétaires lors desquelles moi, j'ai saisi des opportunités pour dégager des moyens pour les droits des femmes, pour renforcer l'indépendance financière des femmes, ou renforcer par exemple le financement des refuges et des choses comme ça. Parce qu'il y avait de l'argent, et parce qu'aussi, pour la première fois en Belgique, il y avait un secrétariat d'État uniquement dédié à l'égalité des genres et des chances, et que du coup, moi, j'étais autour de la table pour dire, là, l'argent pour le Covid et les publics vulnérables, il faut avoir absolument une lecture genre, et du coup, dégager des moyens pour financer des refuges pour les personnes LGBT, pour les femmes. Et donc, voilà, il y a eu quand même des moments de bouffée d'oxygène où on a pu aller rechercher de l'argent pour refinancer. Là, si on retourne dans une austérité pure et dure, c'est la catastrophe. Alors, on disait tout à l'heure que pour éviter la catastrophe, on peut voter, mais parfois, voter, c'est insuffisant. Qu'est-ce qu'on fait si notre vote n'est pas suffisant? On continue. Nous, le vote est obligatoire en Belgique, donc on a moins... Alors, je pose la question à Najat. Alors, qu'est-ce qu'on fait si notre vote est insuffisant? Parce qu'on peut se retrouver à voter et puis finalement se retrouver avec un gouvernement qui détruit nos conquis et nos droits. En effet, voter ne suffit pas. C'est une condition sine qua non, je trouve, quand même, d'exercice de sa citoyenneté, parce que ça va paraître sévère ce que je vais dire, mais on ne peut pas s'abstenir et ensuite déplorer que les politiques aux responsabilités ne fassent pas les choses comme il faudrait. Je pense que dans ce cas-là, on peut s'en prendre aussi à soi-même de cette Oui, mais c'est aussi que notre système fait que notre participation démocratique... moi, je suis pour la reconnaissance, par exemple, du vote blanc. Ouais. Ça, on pourrait déjà améliorer la situation comme ça, mais bon, ça suffira pas. Au-delà du vote, quand on est mécontent de ce que font ces élus, je pense que maintenant tout le monde a des moyens d'expression qui sont bien plus importants que ce que c'était par le passé, de mobilisation autour de soi, d'utilisation d'outils comme le référendum d'initiative populaire par exemple, de choses qui sont vraiment l'occasion, pas simplement au moment des élections, mais tout au long de la mandature des élus, de se faire entendre, d'aller dans les médias, de témoigner, de ne pas être apathique, de ne pas se laisser faire en fait quand on est... Alors ça, tu me diras, ça ne suffit pas toujours, par exemple, qu'on fasse la mobilisation contre la réforme des retraites ou contre la loi immigration. Ça ne suffit. Il y a une répression aussi qui est réelle. Et il y a une répression. Ça ne suffit pas toujours, mais ce que j'ai remarqué, c'est que parfois... Juste après des grosses mobilisations comme ça qui auraient dû créer énormément de frustration chez ceux qui pourtant n'ont pas été écoutés, lorsque 1 an plus tard il y a une élection, il y a peu de mémoire. Et donc, soit on laisse repasser quelqu'un pourtant qu'on sait responsable de cette frustration, soit on reste chez soi, et donc, en fait, le sujet, c'est quand même aussi notre responsabilité de citoyen. De la même façon que, par exemple, on dit beaucoup aujourd'hui, ce qui porte la voix des extrêmes, etc., c'est un certain nombre de chaînes qui leur font la part belle, CNews et d'autres. Je veux dire, il faut arrêter de les regarder, en fait, ces chaînes. Il faut aussi se comporter dans notre consommation des produits culturelle ou autre, de façon citoyenne, de la même façon que... Après, il y a quand même une omniprésence qu'on ne peut pas nier. Des idéologies extrémistes... Tu veux dire au-delà de quelques chaînes qui sont clairement bollorisées? Hélas, il faut quand même le dire, dans les médias aujourd'hui, le conservatisme a quand même la part belle. Je vais absolument pas prendre la défense des médias, c'est pas mon sujet, mais je pense vraiment qu'un certain nombre de médias, par exemple, puisqu'on a Sarah avec nous qui est belge, moi ce que j'ai compris, c'est qu'en Belgique, il y avait une espèce de consensus médiatique qui conduisait à ne pas donner la parole à l'extrême droite. Et que d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite qui a démontré que ne l'exposant pas comme ça au quotidien, avec ses thèses,
eh bien, les thèses en question étaient beaucoup moins, marquaient beaucoup moins l'opinion. Et les sondages d'opinion publique, etc., en Belgique, pour le coup, révèlent une bien moindre adhésion aux thèses de l'extrême droite que ça n'est le cas en France. Donc, pour le dire plus simplement, il y a évidemment une causalité et pas simplement une corrélation entre le fait d'entendre tous les jours à la télé des thèses d'extrême droite et le fait de finir par y adhérer. C'est une évidence, chacun le comprend. Eh bien, pour en revenir à ce que tu disais, moi je pense qu'un certain nombre de médias, on va dire mainstream, finissent par inviter souvent sur leur plateau l'extrême droite parce qu'ils constatent que les chaînes Bolloré et compagnie, en fait, elles font un carton. Elles ont des très hauts taux d'audience. Et donc, du coup, quand on est concurrencé comme ça, eh ben, on se dit, ah ben, je vais faire comme eux, comme ça peut-être moi aussi ça me permettra de gagner des parts d'audience. Si on avait affaire à un représentant des chaînes dites mainstream, il me répondrait que par ailleurs il y a aussi en France des obligations légales qui t'imposent, puisque le Rassemblement national a été élu à l'Assemblée nationale avec un certain nombre de voix, de toute façon de le recevoir. Mais bon, au-delà de ces obligations légales, c'est vrai qu'on pressent tous qu'on le reçoit quand même beaucoup, ce Rassemblement national. Eh bien moi je suis sûre que ça vient du fait de la concurrence d'audience faite par ces chaînes Bolloré. Et donc d'où vient cette audience des chaînes Bolloré? Je pense que c'est nous en fait, enfin je veux dire, moi je les regarde jamais, mais je veux dire les Français, si à un moment le monstre. On nourrit le monstre. Et quand on le nourrit pas en regardant directement ces news, on le nourrit, y compris en nous irritant et en relayant sur les réseaux sociaux des extraits de ces news, etc. Et vous savez très bien que tout ça alimente la machine. Ouais. Ça donne de la visibilité. Donc, être citoyen, c'est pas simplement voter, c'est continuer à se mobiliser même en dehors des votes, et c'est aussi penser sa consommation, notamment de produits culturels, d'informations, etc., de façon citoyenne. En effet, ouais, mais c'est tout un sujet on a commencé à digresser, mais on pourrait en faire encore 1 heure et demie d'émission là-dessus, ça c'est clair. Une question pour toi peut-être, Clémence, de la part des personnes qui nous écoutent. Qui sont les bons élèves et les mauvais élèves en Europe sur les droits des femmes après la conclusion de ce rapport? En gros, à qui on donne les bons points et à qui on donne les mauvais points? Alors, on va plutôt parler de bons exemples et de mauvais exemples, parce que on peut pas avoir un pays qui, même s'il y a certaines tendances qui se dégagent, mais on va pas avoir un pays qui va vraiment être 100% à l'atteinte de l'égalité de genre. Quand on pense aux pays européens qui sont en avance au niveau de l'égalité de genre, on pense évidemment à l'Espagne, qui peut être vue comme un laboratoire pour les droits des femmes et les LGBTQIA+. Quand on voit, durant cette dernière mandature, déjà l'Espagne a un taux de féminicide qui est bien moindre qu'en France. On parle de 40 féminicides par an. C'est 3 fois moins qu'en France. Il me semble, oui. Là, je pourrais pas dire. Mais durant cette dernière mandature, il y a eu par exemple la réforme de la loi sexuelle et reproductive, de la santé sexuelle et reproductive espagnole, qui permet d'avoir un accès à l'avortement plus accessible pour que les femmes puissent aller avorter dans les lieux proches de chez elles. Va y avoir aussi un accès à la contraception plus accessible avec des contraceptifs dans les lycées. La pilule du lendemain, elle va être remboursée aussi dans les centres de santé. Parmi tribunaux spécifiques. Oui, ouais, là, effectivement, ouais, ça c'est vraiment une avancée absolument incroyable. Ah oui, il y a des tribunaux dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes, qui sont des tribunaux qui vont, par exemple, les juges vont être sensibilisés à cette question. Il va y avoir tout un parcours qui va être amené pour les victimes qui vont porter plainte. C'est aussi un mécanisme qui est développé au Québec, notamment, qui fonctionne très très bien. En France, il y a des pôles qui ont été développés de cette manière-là, mais ce n'est pas des tribunaux à part. Mais nous, ce qu'on a vu, c'était au niveau de la dernière mandature, il y avait aussi une plus grande protection des LGBTQIA+, en Espagne. Et on voit en fait que c'est vraiment des exemples à mener au niveau européen. Et ça, c'est sûr. Au niveau des mauvais élèves, on en a parlé à plusieurs reprises. Il y a eu la Pologne. Effectivement, il y a eu un recul des droits fondamentaux, le droit de l'avortement. Il y a eu la Hongrie avec le recul des droits LGBTQIA+, également. Il y a eu Malte.
l'Italie. Et en fait, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a un recul des droits, mais aussi un recul dans les faits. C'est-à-dire que l'Italie, finalement, c'est ce qui bloque notamment l'accès à l'avortement, c'est la clause de conscience qui est constamment utilisée. Et on voit que depuis 1978, l'avortement, le recours à l'avortement diminue. Mais par contre, le recours à l'avortement clandestin est stable. Et ça, c'est franchement des chiffres qui sont interpellants, quoi. En effet. Merci beaucoup Clémence pour cet état des lieux du féminisme et des droits des femmes et des minorités de genre en Europe. Sarah, une petite question pour toi pour peut-être conclure cet échange. On nous demande sur Twitch comment on peut combattre les femmes d'extrême droite qui essaient de se vendre pseudo-féministes, et on entend par là bien entendu les fémo-nationalistes. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre celles qui essaient de nous faire croire qu'elles sont comment dire, les amis des droits des femmes et éminemment féministes parce que femmes? Comment est-ce qu'on fait? Moi, je pense que ce qui est, ce qui est important, c'est d'insister sur le fait qu'on ne veut pas juste plus de femmes en politique, mais plus de femmes féministes en politique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup et souvent. Donc nous, ici en Belgique, en plus d'être dans les élections, enfin la campagne pour les élections européennes, on est aussi dans une campagne pour les élections fédérales et régionales qui vont avoir lieu en même temps. Donc on est dans une période fort tendue en termes de campagne électorale et de crainte du bouleversement politique national et européen. Moi, j'ai pas spécialement à part de continuer à quel point avoir des femmes féministes en œuvre mais pas des femmes. Donc ça, on le l'histoire. C'est pour moi c'est le meilleur exemple. Donc il faut qu'on et apporter des candidatures pour. Pardon Sarah, on t'a un peu eu en saccadé, mais je pense qu'on a compris le fond de ton message, qui est il est bien beau de délire des femmes, mais encore faut-il qu'elles soient féministes. C'est bien ça, en gros. Donc vraisemblablement, les femmes d'extrême droite ne le sont pas, c'est tout simple. Hein. J'imagine que c'est un peu ce que tu voulais dire. Est-ce qu'on t'a à nouveau... Non, c'est malheureusement la connexion est instable. Ah zut. Sarah, nous entends-tu? Là, je vous ai... Ah. Je ne suis pas certaine qu'on te capte tout à fait, mais je pense qu'on a compris, en tout cas, le fond de ton message. Désolée de te quitter comme ça. C'est mince. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Oui, t'es sous la neige, là, effectivement. Merci beaucoup. Merci de t'être connecté depuis Bruxelles pour parler avec nous. Merci Clémence pour cet état des lieux des droits des femmes et des minorités en Europe. Le rapport sera disponible dans 2 heures. Et bien entendu, n'hésitez pas à le consulter. Donc, c'est Oxfam France, je le rappelle, qui publie ce rapport. Et merci Najat pour un plaisir. Cet échange. Merci à celles et ceux qui ont joué le jeu de nous suivre ce soir. Merci à celles et ceux qui ont posé des questions. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Ah, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas que Sarah est revenue. Sarah, est-ce qu'on va pouvoir te quitter en bonne et due forme? Je l'espère. Tu voulais me... Mais du coup, je vous ai raté sur les 2 dernières minutes, donc redis-moi. Oh, tu sais, j'étais en train de faire mon blabla de fin d'émission, blabla merci, blabla ceci, blabla cela. Je disais qu'on pense avoir eu le fond de ton message, que je pourrais résumer peut-être en une phrase pour dire c'est bien beau de délire des femmes, mais encore faut-il qu'elles soient féministes. C'était bien ça ? Oui, tout à fait. Et j'insiste aussi sur la responsabilité des différents partis politiques de pousser des femmes aux places stratégiques sur les différentes listes, mais aussi au niveau de la répartition des postes à responsabilité, parce qu'on voit qu'à un moment, les législations, elles ne suffisent pas pour faire avancer l'égalité en politique, mais on a besoin que dans les nominations pour les membres des gouvernements et pour d'autres postes, comme les présidences de groupe, les vice-présidences de Parlement, eh bien, ce sont des décisions que les partis politiques prennent, et donc il faut pousser des femmes féministes à ces postes-là.
Tout à fait, sinon elles ne peuvent pas être élues, tout simplement. Merci beaucoup Sarah, c'était un plaisir de t'avoir en duplex depuis Bruxelles. Merci, c'est la fin de ce live, nous espérons que vous l'avez apprécié. Et très belle soirée à toutes et à tous.